Le communisme est initialement un ensemble de doctrines politiques issues du socialisme et, pour la plupart, du marxisme, s'opposant au capitalisme et visant à l'instauration d'une société sans classe sociale, sans salariat et d'une mise en place d'une totale socialisation économique et démocratique des moyens de production. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui jeudi le 21 juillet 2022. Alors, si vous voulez avoir une petite idée de qu'est-ce que c'est exactement le communisme occidental en 2022, eh bien, on va vous donner là, des exemples de à quoi ça ressemble présentement. Alors, nous avons ici un article du Journal de Montréal. Forte hausse de l'inflation. Avoir une auto est en train de devenir un luxe. L'indice des prix à la consommation a bondi de 8,1% en juin au pays. C'est la plus forte hausse du coût de la vie depuis janvier 1983. En ce qui a trait au coût automobile, le portrait est encore moins réjouissant. C'est une rude épreuve pour les consommateurs qui doivent payer beaucoup plus cher pour un véhicule et pour le carburant, résume Georges Iny, directeur de l'Association pour la protection des automobilistes. Alors que l'inflation a atteint 8% au Québec le mois dernier, le ministère des Finances, Éric Girard, constate que l'inflation est élevée au Québec et comprend que la hausse des prix affecte les Québécois dans leur quotidien. Le carburant grand coupable. Cette hausse exceptionnelle est en grande partie due à la hausse du coût de l'essence. Il fallait débourser 54,6% de plus pour le carburant en juin au Canada comparativement à l'an passé, rendant la facture automobile bien plus salée. L'inflation sur l'achat d'un véhicule s'élève à 8,2% en juin, un effet de prix qu'on n'aurait jamais cru possible, commente M. Iny. L'entretien et les réparations sont aussi en forte hausse, 6,1%. Une tendance qui pourrait s'avérer durable. L'entretien va augmenter parce qu'il y a une carence énorme de personnel qualifié, explique Georges Iny, et il y a une pénurie très grave de pièces auto. La fin du répit pour les assurances. Après des hausses marquées de primes d'assurance auto depuis 2015, la baisse de la fréquence des sinistres pendant la pandémie entraîne une stabilisation des prix en 2022. Les dernières données du groupement des assureurs automobiles indiquent une prime moyenne à 775 $ en 2021. Affaire à suivre cependant, le coût des assurances pourrait bientôt augmenter pour suivre les hausses en matière de réparation des véhicules accidentés. Alors effectivement, avec de plus en plus de technologies embarquées dans les véhicules, eh bien oui, pour réparer les voitures, que ce soit simplement pour des entretiens au garage ou parce que vous avez eu un accident de voiture, ben effectivement, les coûts à ce niveau-là ont beaucoup augmenté. Poursuivons maintenant avec un article dans TVA Nouvelles. La fin de l'inflation n'arrivera pas avant 2023. La route pour un atterrissage en douceur devient de plus en plus étroite, mentionne le gouverneur de la Banque du Canada lorsqu'il est questionné sur les risques d'une inflation persistante. Et quand on voit les mondialistes communistes, en fait, qui nous poussent de plus en plus à abandonner nos véhicules individuels, eh bien ici, vous avez un article du Radio-Canada. Aucun plan pour l'avenir des stations-service montréalaises. Montréal compte plus de 300 stations-service, mais aucun ordre de gouvernement n'a de stratégie claire à leur sujet dans une perspective d'électrification des transports. L'engagement climatique est clair. Autant à Québec qu'à Ottawa, on souhaite interdire la vente de véhicules à essence neuve dès 2035. De son côté, Montréal veut être carboneutre d'ici 2050. Pourtant, aucun ordre de gouvernement ne propose de plan concret
pour envisager l'avenir d'un type de bâtiment aussi oubliable qu'omniprésent, les stations-service. Selon un portrait tracé en 2016 par l'organisation Détail Québec, Montréal comptait ainsi 310 stations-service alors que l'on en recensait 2793 dans l'ensemble du Québec. Ces lieux pourraient toutefois devenir chose du passé. Après tout, Montréal, Québec et Ottawa vantent tous l'électrification des transports, un phénomène déjà bien enclenché. Déjà, le circuit électrique recense plus de 3500 bornes en service, dont 650 bornes rapides dans l'ensemble du Québec. De ce nombre, environ les 2/3 se trouvent dans la grande région montréalaise. L'affaire, par exemple, c'est que quand vous prenez une station d'essence, OK, eh bien, combien est-ce que vous avez de pompes par station d'essence? Vous en avez souvent au minimum 4, si c'est pas 6, même si des fois c'est plus que ça. Alors ici, vous avez 650 bornes rapides, dont la moitié sont dans la grande région montréalaise, mais une borne, c'est un véhicule. C'est pas une pompe à essence que vous avez des pistolets chacun des côtés. Et en plus que une recharge rapide, c'est au minimum 20 minutes. Un outil entre les mains de Montréal. À Montréal, l'administration Plante vante son plan climat 2020-2030. Ben oui, effectivement, l'agenda 2030, qui évoque la carboneutralité de la métropole d'ici 2050. Pour y parvenir, on propose de s'attaquer au transport routier, qui constitue la plus importante source d'émissions de gaz à effet de serre, soit environ 30% des émissions totales. Comment? En transférant 25% des déplacements en auto solo vers des modes moins énergivores et polluants, comme le transport collectif. Alors évidemment, quand on pense au communisme, on pense au transport collectif. On refuse systématiquement que la population puisse se déplacer individuellement, tout en favorisant l'électrification des transports. L'administration travaille aussi à revoir son plan d'urbanisme, l'histoire de s'éloigner un peu plus du tout à l'auto qui s'accapare encore une partie de son territoire. On veut que cela soit plus facile d'avoir des écoquartiers en zone zéro émission, la ville des 15 minutes où l'on peut se retrouver au travail rapidement. Tout juste de l'autre côté de la rivière des Prairies, à Laval, l'administration du maire Stéphane Boyer a récemment publié son nouveau code de l'urbanisme, en vertu duquel il ne sera plus permis de construire de stations-service ailleurs que le long des autoroutes. Ailleurs dans le monde, des villes ont déjà pris les devants pour transformer le paysage urbain et le dissocier peu à peu de celui-ci des stations-service. C'est ainsi le cas de Petaluma, une petite ville située au nord-ouest de San Francisco, en Californie. La Californie est probablement le pire exemple à donner, en fait, au niveau de qualité de vie de la population, en fait, et c'est, comme par hasard, le plus communiste des États aux États-Unis. Et ici, la conseillère municipale de la dite ville. Donc, la conseillère municipale rejette par ailleurs un avenir où toutes les stations-service de Petaluma seraient converties au carburant alternatif et à la recharge électrique. La dame, qui semble très bien connaître la population et la comprendre, dit « Je ne pense pas que les conducteurs de véhicules électriques voudront aller dans une station-service convertie pour recharger les batteries de leur voiture. Je crois qu'ils le feront au centre commercial, chez Taco Bell, dans d'autres restaurants, dans le centre-ville, chez eux ou au travail. Je crois que les stations-service seront à terme converties pour d'autres usages, dit-elle. Les véhicules à essence, essentiels pendant encore longtemps? De retour au pays, Carole Montreuil, vice-président pour l'Est du Canada de l'Association canadienne des carburants, rejette l'idée d'une fin soudaine de la consommation d'essence pour alimenter les millions de véhicules qui circulent sur nos routes. L'avenir
M. Montreuil le voit aussi du côté de nouveaux types de carburants à faible émission polluante. On pense par exemple à une percée importante à venir de l'hydrogène vers 2040-2045, mentionne-t-il. L'avenir des carburants liquides est appelé à évoluer, principalement avec la filière de l'hydrogène et celle des biocarburants. Et ça, on pense que cela donnera une deuxième vie à bien des stations-service en activité aujourd'hui. Une source de revenus à remplacer. La question des entrées d'argent pour les détaillants, mais aussi pour les gouvernements, se retrouve au cœur des réflexions sur l'avenir des stations-service. Car s'il est vrai qu'il en coûte moins cher pour recharger une batterie que pour faire le plein, les gouvernements pourraient y perdre au change et devoir se rabattre sur une autre forme de taxation qui viendrait annuler une partie de l'avantage des véhicules électriques, juge Carole Montreuil. Dans l'ensemble du pays, c'est plus de 20 milliards de dollars que les gouvernements engrangent chaque année sous la forme de revenus de taxation de l'essence. Donc la question se pose, à partir du moment où il y a de moins en moins d'essence et comme ces montants sont consacrés à l'entretien du réseau routier et des infrastructures, un réseau qui est aussi utilisé par les véhicules électriques qui, soit dit en passant, sont beaucoup plus pesants que les véhicules à essence. À un moment donné, comment va-t-on trouver cet argent? Et les camions, eux? Le vice-président pour l'Est du Canada de l'Association canadienne des carburants rejette également l'idée que les camions lourds sur lesquels repose l'industrie du transport en Amérique du Nord soient remplacés par des modèles électriques. Le problème avec les camions lourds et les grandes distances à franchir, c'est que l'objectif est de transporter des marchandises et pas de transporter des batteries. Et donc, les camions électriques ne font que transporter un tas de kilos de batteries et deviennent extrêmement inefficaces. Pour l'instant, dit-il, l'avenir dans ce domaine est aux carburants alternatifs, aux biocarburants et à l'hydrogène. L'urgence d'une révolution verte. Normand Mousseau, professeur de physique et directeur scientifique de l'Institut de l'énergie Trottier à Polytechnique Montréal, réclame pour sa part un changement complet de paradigme en matière de transport. Si on continue de gérer en disant qu'il faut acheter des voitures électriques et tout est réglé, on va se retrouver avec un parc automobile qui continue de grandir, indique-t-il. Pour Normand Mousseau, simplement remplacer un véhicule par un autre véhicule ne permettra d'ailleurs pas de faire la transition vers une économie verte, une économie communiste. On ne règle aucun problème puisque l'on se retrouvera avec des problèmes d'embouteillage. On ne peut pas simplement espérer que les gens prennent davantage le vélo ou l'autobus. Il faut déployer des ressources pour que les gens le fassent. Sommes-nous au point où il faut forcer les citadins à délaisser leurs véhicules pour se tourner vers les transports collectifs, histoire de non seulement réduire la pollution de l'air, mais aussi alléger la pression sur les infrastructures de transport? Normand Mousseau ne va pas jusque-là. Je pense qu'il faut d'abord développer l'offre de transport qui est grandement insuffisante. Bon, alors moi si je regarde à Montréal, du transport en commun, vous en avez de tous les genres. Vous avez le métro, l'autobus, vous avez le REM, vous avez toutes sortes d'affaires. Alors qu'on vienne pas me dire que l'offre est grandement insuffisante. Si on l'augmente avec des voies réservées, encore là, on fait juste augmenter le trafic, là. Ce sont des façons de faciliter le transport organisé, communiste, là, ou en commun, communisme, en décourageant le transport individuel. Donc, effectivement, on se rend compte que n'y a pas grand-chose qui est fait pour encourager les gens là, à garder leur liberté. Donc, nous avons ici un article du Guide de l'auto. Donc, rien n'indique qu'un produit comparable pourrait être offert chez nous à court ou moyen terme. Alors, on voit ici que Hyundai veut lancer une voiture électrique à 25 000 $ en Europe. Et vous voyez l'image, là, en fait, là. Alors, c'est une toute petite voiture, OK? Alors, on sait ici qu'au Québec, bon, on est un petit peu particulier,
mais les gens, surtout avec l'apparition des VUS, hein, alors, tu sais, la population est de moins en moins intéressée à s'acheter de tout petits véhicules, OK? Mais encore là, voyez-vous, on n'est pas encore en train de vouloir essayer d'encourager les gens à avoir des véhicules à batterie. Parce que, bon, premièrement, écoutez, si vous arrivez ici avec des voitures à 25 000 $, c'est sûr que la population va en acheter, OK? Mais l'affaire, c'est que, bon, premièrement, déjà en partant, il manque de ressources pour la fabrication de ces véhicules-là, sans parler encore là de la fameuse crise, là, des fameux semi-conducteurs, OK? Donc, d'une manière ou d'une autre, si vous augmentez la demande pour les véhicules électriques, bien encore là, vous allez avoir une plus grande rareté au niveau de ces véhicules-là. Et ça va même plus loin que ça. Nous avons ici un article du Yahoo News. Nous apprenons que la compagnie Ford prévoit de renvoyer 8000 employés pour l'aider à financer son développement des véhicules à batterie. Alors, voyez-vous là, la classe moyenne, là, on est pogné avec l'inflation, on est pogné avec l'augmentation des loyers, on est pogné avec, bon, notre coût, notre pouvoir d'achat qui diminue, OK? Et là, on voit que les véhicules électriques les plus récents qui sortent, c'est pas mal tous des véhicules de luxe, OK? Qui sont, tu sais, hors de la portée de la plupart du monde, OK? Alors, voyez-vous, là, donc on n'est pas capable d'avoir des véhicules électriques pas chers. Puis là, après ça, vous avez les compagnies qui fabriquent des voitures qui doivent investir des sommes astronomiques pour développer leurs véhicules à batterie, qui pour ce faire vont être obligés de sacrer dehors des personnes qui pourtant gagnent des bons salaires et qui, en bout de ligne, vont encore perdre du pouvoir d'achat et qui vont être encore plus incapables de pouvoir s'acheter leur propre véhicule électrique. Et voyez-vous, étant donné que les gens ne seront plus capables de pouvoir s'acheter leur propre véhicule, OK? Alors, qu'est-ce qui va arriver? Donc, probablement comme dans beaucoup de pays d'Europe, OK? Et on va prendre par exemple ici l'exemple de la ville de Paris en France, OK? Donc, un petit article du Le Devoir ici. La présence de scooters dans les rues piétonnes dérange. Alors, l'article ici nous fait part qu'effectivement, il y a de plus en plus de gens qui se déplacent avec des espèces de petits scooters électriques, OK? Et puis là, on nous parle entre autres là, que le partage entre les rues piétonnières, les rues à vélo, les rues avec là, des espèces de petits scooters comme ça commence à être de plus en plus problématique, OK? Alors, imaginez-vous si tout le monde vient qu'à abandonner son véhicule et qu'on se retrouve tous dans des situations comme ça, même avec des vélos seulement, eh bien, vous risquez là d'avoir des accidents entre des piétons et des vélos, OK? Alors, voyez-vous, là, on essaye de régler un problème en remplaçant par un autre. Mais là où ça vient le pire, en fait, c'est, voyez-vous, qu'est-ce que l'avenir nous réserve, là, quand on est dans la tête d'un communiste, OK? Et aussi qu'on est un oligarque communiste qui a vraiment beaucoup d'argent. Et voici quels sont les projets, OK? Donc, encore ici, un article du Journal de Québec. Investissement d'1 milliard. Laurier, donc Laurier, tu sais ce qu'on appelle ici à Québec, Place Laurier, va tripler sa superficie. Un promoteur québécois achète la moitié de la propriété et compte y investir 1 milliard de dollars. Dans une transaction de 309 millions de dollars, le groupe québécois Douville, Moffett et Associés s'associe avec Ivanhoé Cambridge. Donc, Ivanhoé Cambridge, là, c'est un petit peu notre BlackRock version Québec. Et achète 50% de Place Laurier pour y réaliser un projet d'1 milliard de dollars sur 10 ans. Le visage du centre commercial Laurier Québec va changer. La transaction immobilière conclue hier est probablement la plus importante dans la région de Québec en 2022, évalue le président de DMA, qui est très fier de son acquisition et a de grandes ambitions pour ce bâtiment qui a la plus grande valeur taxable au rôle d'évaluation municipale de la ville de Québec. Pierre Moffett et ses associés comptent bien en profiter pour faire de la densification en construisant des tours sur les espaces actuellement occupés
par des stationnements de surface. Alors encore une fois, on s'organise pour enlever les voitures de sur la route et par le fait même, votre liberté de mouvement. Une ville dans une ville. On veut faire une ville dans une ville, rêve le promoteur. On veut que les gens naissent au CHUL, déménagent à Laurier, ils grandissent, ils travaillent, ils vieillissent, s'y amusent et ils magasinent. Alors, je vais vous montrer ici qu'est-ce que ça représente la surface de tout ça. Donc, vous avez l'hôpital en bas, vous avez le centre Laurier en haut, et voyez-vous l'encadré là? Donc, ce gars-là pense que la population va vouloir se limiter à vivre dans ce petit carré-là qui représente 0,07 km² de surface, OK? Et voyez-vous un petit peu qu'est-ce qui attend la population. Donc, j'ai ici un de mes contacts sur Facebook qui avait partagé ici une annonce pour un logement à louer, OK, dans la ville de Lévis. Alors, un 4,5, OK, à 1745 $ par mois, non chauffé, non éclairé. Et en plus, le logement est complètement meublé. Donc, quand on vous dit que vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux, eh bien, voyez-vous le genre d'avenir que les communistes souhaitent pour la population? Mais moi, j'ai des nouvelles, en fait, pour ces gens-là, OK? Donc, la population n'est pas intéressée à vivre dans des espèces de petits cubicules, OK? Ou éventuellement se retrouver dans des pods comme dans la Matrice, là. Alors, vous avez ici un article du Journal de Québec. Donc, pendant les 2 dernières années, nous avons été privés de notre liberté. On a été privés de pouvoir voyager et d'aller où on voulait, OK? Alors, depuis que les mesures de fascisme sanitaire sont tombées, eh bien, la population, elle, a besoin d'aventure. Elle a besoin de visiter d'autres endroits. Elle a besoin de changer d'air et de crisser son camp du pathétique Québec, OK? Alors, justement, entre autres, là, voyez-vous, le Québec, là, ben, on passe 6 mois de temps en hiver, puis c'est dégueulasse, OK? Donc, on a encore plus besoin, nous, de changer d'air. Alors, vous avez ici, les Québécois retrouvent le goût de partir en voyage. Les agences reçoivent de plus en plus de demandes pour les prochains mois. Donc, gang de crises d'oligarques, là, de communistes, OK, qui pensaient nous envoyer dans des espèces d'enclos pour le bétail, OK? Alors que d'un certain côté, vous avez les producteurs, OK, des animaux qui doivent maintenant sortir leurs animaux de leurs enclos pour supposément leur donner plus de liberté, alors que d'un autre côté, vous voulez nous enfermer dans des espèces là, d'enclos, dans des enclos, des cages là, en fait, puis qu'on n'en sorte plus pour pseudo-sauver la planète, pendant que l'oligarque il va engranger des millions de dollars à toutes les années, puis que lui va pouvoir continuer d'aller se promener partout sur la planète parce que lui, il a le goût de se promener, mais la population n'a pas le droit, elle. Ben, gang d'oligarques de cul, là, vous allez vous mettre ça dans le derrière, OK? Vous ne serez pas capable de changer le comportement de la population, OK? Voyez-vous, la race humaine, là, c'est une race d'explorateurs, OK? On a besoin de bouger et on ne peut pas se limiter à rester dans les mêmes endroits. J'avais déjà vu aussi des trucs à un moment donné où ce qu'on commence tranquillement pas vite dans l'exploration spatiale, OK? On le sait que ça va être un petit peu compliqué parce que les gens ne pourront pas se promener dehors à l'air libre, OK? Comme par exemple sur la planète Mars. Ben voyez-vous, ils ont fait des recherches, entre autres, là, pour confiner des gens dans des espèces de petits lieux clos qui pourraient représenter à peu près la grandeur des endroits où ils auraient à vivre, OK? Et puis laissez-moi vous dire que c'est extrêmement compliqué pour les personnes qui ont fait partie de ces études-là. Alors, c'est ça. Donc, voyez-vous, là, les communistes, là, ils comprennent pas la population. Et c'est la raison pour laquelle je pense que ça va être extrêmement compliqué pour eux de nous imposer leur espèce de nouveau mode de vie, leur nouvelle réalité communiste, OK? En tout cas, alors, tu sais, j'irai pas leur souhaiter bonne chance parce qu'en fait, tout ce que je veux, c'est qu'ils échouent dans leur affaire. Qu'en bout de ligne, son espèce de projet d'1 milliard au gars, que ça soit un espèce de gros éléphant blanc
que la population, justement, qui perd son emploi à cause de la nouvelle économie verte, en fait, tout le monde perd son emploi. Après ça, on se retrouve qu'on est tous plus capables d'acheter des logements à 1700 $ par mois. Puis quand je parle d'acheter, je voulais dire louer, en fait. Alors, qu'est-ce que les gens font? Eh bien, les gens quittent les grandes villes et ils vont s'installer ailleurs. Alors, dans le meilleur des cas, ben, ça va tout simplement bénéficier davantage là, à des petites banlieues, des petits villages qui étaient en train de mourir parce qu'il manquait de population, que la population est très trop vieillissante. C'est ça qui va arriver. Et on a vu pendant la pandémie qu'est-ce qui est arrivé. Les gens ont fui le fascisme sanitaire. Les gens ont fui les grandes villes parce qu'ils en ont eu l'occasion. Ben, vous avez ici les oligarques communistes qui sont encore en train de donner une occasion supplémentaire, en fait, à la population de tout simplement quitter encore plus rapidement les grandes villes. Alors, sur ce, mes chers citoyens lucides, eh bien, ça fait le tour du sujet que je voulais faire avec vous. Donc, nous aurons très certainement l'occasion de nous reprendre dans une prochaine capsule. Bonne journée à vous. Bye bye.